Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Homme, femme, femme, homme, la question n'est pas de trouver l'équilibre, mais du vivre ensemble aujourd'hui, puisque quand on regarde aujourd'hui, on se demande toujours est-ce qu'il faut compter les points, l'effort physique, qu'est-ce qui va déterminer. Pour l'instant, on ne sait pas, on en parle dans Causement Réunionnais. Bonsoir Corinne Salvant-Mareux. Bonsoir Jasmine. Là, je disais, on essaye de compter les points, on essaye de savoir, mais ce qui est pire, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore pire qu'avant, on ne sait toujours pas, et on continue à s'en mêler les pinceaux. Je ne sais pas si c'est pire qu'avant. Par contre, on a d'autres dérives. Je dis pire qu'avant parce qu'aujourd'hui, on est censé être plus civilisé. On a des lois, on a des droits, et pour autant, il est encore difficile de les faire valoir. Donc officiellement, il y a des droits. Les femmes ont des droits qui ont été acquis. Et pourtant, effectivement, officieusement, dans la vie réelle, c'est pas toujours simple. Et d'autant que on se rend compte que, pourquoi c'est pire pour moi, c'est parce qu'il faut faire des lois pour que la femme ait plus de droits. Alors qu'on est censé être plus civilisé, plus intelligent, plus ouvert. Cultivé. Mais quand on regarde à l'arrivée, c'est encore pire qu'avant. Et en fait, ce qui est aussi contrariant, c'est qu'à un moment donné, comment ça se fait qu'au XXIe siècle, on en parle encore ? Pourquoi est-ce qu'au XXIe siècle, c'est encore un sujet de conversation ? Tout à fait. J'ai l'impression que ça va faire des millénaires que la femme doit élever la voix, doit se faire entendre, se faire voir aussi publiquement dans la rue, à des marchés ou sur les réseaux sociaux, pour se faire comprendre et donc obtenir gain de cause à travers un texte de loi, un décret ou des nouvelles procédures judiciaires mises en place. Je vais prendre deux exemples de femmes. Je vais prendre Boule de Suif de Maupassant et je vais prendre Madame Desbassins. Quand on regarde ces deux femmes, une a une réputation de grand-mère cale, quelque part, Madame Desbassins. Boule de Suif, elle, c'est une jeune prostituée qui va offrir ses charmes à un officier allemand pour que la diligence puisse repartir. Et à chaque fois, quelle que soit l'image est négative. Oui, l'image est négative. Est-ce qu'on peut dire la même chose de Margaret Thatcher ? Est-ce qu'on peut dire la même chose aussi de Angela Merkel ? Donc, à un moment donné, est-ce que quand une femme ose prendre une place, un pouvoir quelconque, un pouvoir officiel ou bien juste un pouvoir d'influence, il y a Alyssa Milano aussi qui s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux parce qu'une actrice qui commence à agir dans le milieu politique pour que les femmes puissent commencer à avoir gain de cause à travers le hashtag MeToo. Alors, mais à un moment donné, ça devrait plus être un sujet. Juste pour préciser qu'Alyssa Milano est la petite qui jouait dans Madame est servie, qui était diffusée dans les années 90 à La Réunion, ou qui a joué dans Commando avec Schwarzenegger, ou qui a joué avec les trois filles dans cette série là. Les sorcières là, les sorcières Halliwell, les sœurs Halliwell, c'est voilà. Ça. Ouais. Donc, juste pour dire qui était Alyssa Milano. Alyssa Milano, effectivement. Donc, à un moment donné, ça ne devrait plus être un sujet. Et comme tu le dis, à chaque fois qu'une femme commence à avoir un trop grand pouvoir d'influence, on va ça va être négatif. J'allais dire la sorciariser, mais je ne sais même pas si c'est un terme qui existe, mais pour le coup, il mériterait d'exister. La femme qui va réussir à changer la donne quelque part, que ce soit dans l'univers social, dans l'univers politique ou même dans l'univers business, on n'a quand même qu'une seule femme en Europe qui est à la tête d'une société cotée en bourse. Une seule. Sur le nombre total de sociétés cotées en bourse au CAC 40. Pourquoi est-ce qu'en 2022, on n'a encore qu'une seule femme qui arrive à briser le plafond de verre et à arriver à être à la tête d'une société cotée en bourse ? Ça ne devrait plus être un sujet. Et je voulais venir sur cet exemple-là, lorsqu'on parle de femmes. La femme qui se met en avant, elle est dans l'obligation de réussir. Et si on prend l'élection présidentielle, il y a une femme actuellement qui est un petit peu sur les fourches codines des médias, c'est Anne Hidalgo, parce qu'elle n'arrive pas à décoller dans les sondages. Alors que
On ne parle pas des autres personnes qui font 1%. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne décolle pas dans les sondages? Pourquoi, Gismi? Parce qu'une femme qui ose vouloir avoir l'ambition de vouloir réussir, c'est-à-dire de gagner plus d'argent, plus d'influence, plus de pouvoir, c'est forcément mal vu. C'est forcément mal vu. Il y a, dans le Harvard Business Review, il y a régulièrement des études de la part de chercheurs qui sont publiées. Et l'une des dernières études complètement abracadabrantes en matière de sociologie qui est sortie, c'est que ils ont mesuré l'influence d'un homme beau et d'une femme belle, qui ont tous les deux une stature de leader. D'accord ? Que ce soit en entreprise, en politique ou dans une association. L'homme beau influera plus souvent confiance, donnera plus souvent confiance aux personnes. On a envie de le suivre, on lui fait confiance, on va voter pour lui, on va lui confier volontiers le leadership de l'entreprise ou de l'association. Alors qu'une femme trop belle va inspirer la crainte. Autant des hommes que des femmes. Ça, c'est des études qui ont été menées autant sur les hommes, femmes, vis-à-vis d'une femme trop belle, avec une posture de leader, et un homme beau, point de vue des hommes et des femmes, de cet homme qui a une posture de leader. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la finale de la Coupe du Monde en 2018 en Russie, entre la France et la Croatie, et on a eu cette belle femme qui est la présidente de la Croatie, et c'est lorsqu'on a montré que c'est une femme qui gouverne un peu comme une mère gère son budget, ben c'est pas une femme qu'on voit sur les unes des magazines. C'est pas une femme, pourtant c'est une jolie femme, c'est une femme qui est reconnue comme une bonne gestionnaire, mais c'est pas l'image. Elle n'est pas mise en lumière. Elle n'est pas mise en lumière. Alors, même chose. Il y a certains magazines récemment publiés sur l'île. Premier numéro, on était très content qu'il y ait un magazine comme celui-ci qui soit diffusé parce qu'il reprend un petit peu la sphère du domaine du métier dans lequel on œuvre avec mon compagnon, donc tout ce qui est design, immobilier, architecture d'intérieur. Et puis on était très content de ce premier numéro, très bonne qualité, autant en matière de contenu que en matière de photos. C'est un vrai magazine qui met en valeur ce domaine d'activité sur l'île. Premier magazine, une flopée d'hommes, de portraits d'hommes, d'accord ? On a une bonne femme dedans qui fait du DEI, là, remodeler une chaise, etc. Deuxième numéro, une flopée d'hommes et une femme mise en valeur. Donc ce magazine fait quand même 200 pages. Et une femme est mise en valeur dans le magazine. Je ne me retiens pas d'envoyer un message au rédacteur en chef pour l'alerter là-dessus. Les femmes sont où ? Vous n'allez pas me dire que sur 860 000 habitants à l'île de la Réunion, on n'a pas une flopée de femmes qui ont, elles aussi, contribué à des projets d'envergure dans ce domaine d'activité, que ce soit l'immobilier, le design ou l'architecture. Architecture autant en matière BTP, donc ce qu'on appelle des architectes des PLG, ou architecture d'intérieur, décoratrices d'intérieur, etc. Elles sont forcément là. Allons les chercher. C'est comme le magazine Éco-Austral. Le magazine Éco-Austral, qu'est-ce qui est précisé en dessous du titre ? Faudrait le changer, ce titre-là. On est au 21e siècle, bon sang. En dessous, il est précisé le magazine des hommes de l'océan Indien. Et vous feuilletez le magazine, 99% d'hommes dedans. Et c'est toujours eux qui ont les doubles pages. Dans n'importe quel secteur d'activité. Agro, industrie, business, informatique, immobilier, etc. Et puis les femmes, elles ont droit à des petits encarts. Oui, moi je suis consultante en gna. Puis allez, grosse page de pub à côté. Pourquoi est-ce que les femmes n'ont pas des doubles pages, elles ? Non mais, à un moment donné, il faut vraiment se poser la question, il faut s'alerter là-dessus. Est-ce que c'est un biais cognitif qui fait qu'il est plus facile de trouver les businessmen dehors, ceux qui font les choses parce que, je sais pas, ils sont aux bons endroits, au bon moment, avec le rédacteur en chef ou quelqu'un qui va pouvoir influencer le rédacteur en chef de tel ou tel magazine, ou est-ce que c'est le magazine en lui-même qui est biaisé avec des années et des années derrière de les hommes. Aujourd'hui, allô, on est là, on travaille, on a des compétences, on est diplômé, on est en plus
3/4 du temps, effectivement, on fait preuve d'une très grande polyvalence, puisqu'on essaye d'équilibrer la vie pro et la vie perso. Je pense qu'à un moment donné, toutes ces femmes entrepreneurs, chefs d'entreprise, dirigeantes, qui ont une place aussi de choix au sein d'un grand groupe dans l'entreprise, méritent, elles aussi, d'être mises en lumière dans les magazines publiquement. Mais on va le voir avec vos points historiques. On voit bien que ça a commencé il y a très longtemps. Ça a commencé il y a très longtemps. Et qu'on a du mal à changer ça. D'ailleurs, c'était justement, la dernière fois, c'est ce qu'on disait, on avait étayé un petit peu les dates historiques. 1919, la femme peut passer son bac. 1938, quasiment 20 ans plus tard, ça y est, elle peut aussi aller à la fac, ouvrir un compte bancaire à son nom. On parle de la France, là. Hein. Oui, et avoir sa propre carte d'identité. 1944, elle obtient enfin le droit de voter. Elle a voté en 1945. Mais en fait, ce que l'histoire nous montre, ce qui est mis en exergue dans les recherches historiques des rapports hommes-femmes à travers toutes ces dates historiques, c'est que d'un point de vue général, à chaque fois, ce sont des courants politiques d'extrême droite, conservateurs, qui s'opposent le plus aux droits politiques des femmes. Pourquoi ? Parce qu'ils y voient une source de chaos et de désordre dans la société, véridique. C'est vraiment ça qui était précisé. Et ça entraîne quoi ? Un risque de perte du pouvoir de l'homme. Oui. Non, mais make sense. Oui, mais depuis le début, c'est ça. Depuis le début, c'est ça. Quand on regarde l'évolution... La bonne question, c'est pourquoi est-ce que ça perdure encore aujourd'hui ? Ce n'est pas normal. Parce que l'homme craint toujours que demain, si la femme est omniscient ou omnipotent dans la société, ça l'émascule. Moi, j'en suis pas sûre. Je pense qu'il a peur. La réelle peur qui se cache derrière ça, c'est que ils ont peur du propre reflet de ce qu'ils ont fait. Autrement dit, ils avaient le monopole. Ils écrasaient la femme. Reste à la maison, où est mon repas ? Quand je rentre, il me faut ma bière fraîche à la main. Voilà, ils écrasaient la femme. C'était le syndrome, moi, ce que j'appelle le syndrome du bocal du poisson rouge. Je reste dans mon bocal, je fais le ménage, je nettoie les coraux, j'arrose mes plantes vertes et j'attends que mon mari rentre du boulot. Mais je suis à l'abri, je suis dans un bocal, je suis pas dans l'océan, je suis pas perdue. Je suis mariée, j'ai tout ce qu'il faut, un toit et de l'argent. Je suis reconnue par la société. Par la société à travers l'homme. Oui. Parce que je suis mariée et que j'ai la bonne situation, peu importe le niveau social et professionnel avec qui elles sont mariées. Du moment, à l'époque c'était ça, les familles donnaient la jeune fille en mariage à une famille, à un homme. Parce que c'était comme ça que les beaux-parents, donc les parents de la future épouse, eux aussi s'inscrivaient dans une démarche d'être dans la bonne société. Nous sommes des gens bien. Nous avons transmis notre fille pour qu'elle soit mariée. Moi, je pense que l'homme, il a surtout peur du retour du bâton de ce qu'il a fait. Autrement dit, il a peur que la femme, aujourd'hui, si elle prend beaucoup trop de pouvoir ou d'influence, écrase l'homme. Or, quand vous interrogez 97% des femmes, ce n'est absolument pas ce qu'on veut faire. On veut être à côté de vous, pas derrière, ni au-dessus, ni devant, ni en dessous. On veut être à côté de vous. Là, il y a une forme d'hypocrisie dans ce que vient de dire Corinne Salomaro. Parce que d'une façon ou d'une autre, la femme, elle passera devant. Parce que l'homme est habitué à avoir la femme un pas derrière. À partir du moment où la femme sera sur la même ligne, lui se sentira en arrière. C'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on change le cadre, l'homme est perdu. C'est ça Oui, mais alors dans ce cas-là, c'est pas hypocrite. Là, c'est un travail à faire sur soi là, pour messieurs quoi. Faut qu'il retravaille l'estime de lui-même à un moment donné. Pourquoi est-ce que quand Madame est à côté d'égalité, avec un salaire égal, avec une reconnaissance publique égale, avec une mise en lumière égale, pourquoi est-ce que dans ce cas-là, il se sent mal dans sa peau ?
Oui, mais pas venant de mon discours, non, venant parce de... que, je veux dire que parce que lui, c'est pour ça qu'il ne veut pas, beaucoup d'hommes ne veulent pas voir la femme sur le même pied d'égalité. Mais on est bien d'accord. Donc là, il y a un vrai biais cognitif qui s'inscrit de par l'éducation que ce type d'hommes-là, qui raisonnerait de cette façon, ont reçu. Bah, pourquoi si ma femme me dépasse, je vais me sentir mal. Oui. Si elle gagne plus que moi, je vais me sentir mal. Si moi je perds mon travail et qu'elle garde le sien et qu'elle continue de grimper les échelons, je vais me sentir mal. Garçon, mais dans ce cas-là, c'est pas la faute de la femme, c'est l'estime de toi-même qui est à retravailler. Là, c'est un problème interne. Si on regarde ce problème de l'Église avec la pédophilie, qu'est-ce qui, aujourd'hui, pourtant on est au XXIe siècle, les gens sont intelligents, qu'est-ce qui empêche l'Église de dire à ses prêtres, vous avez le droit de vous marier? Ça se faisait avant. Qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui? Mais je crois que là, on fera venir un théologien là-dessus, ou une chercheuse en théologie, parce que ça mérite vraiment de creuser quelle est l'histoire de la religion, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré qu'on soit au XXIe siècle, la religion peine à devenir, comment on appelle ça, plus humaine. Plus ouh là là. Plus contemporaine, j'ai envie de dire, plus futuriste. Pourquoi je dis... Mais pareil, on y revient. Je pense que c'est une forme de crainte de perdre un cadre. Parce que la religion, c'est très cadré, que ce soit le christianisme, l'islam. C'est pas plus cadré que ça. Non, mais je veux dire, ils ont des cadres. Ça leur impose une ligne de conduite. Cette habitude-là d'aller à la messe tous les dimanches matins, c'est pareil. Qui c'est qu'on retrouve à la messe? C'est souvent nos grands moons, c'est les parents. Et c'est les femmes. Mais parce que c'était inscrit, déjà d'un point de vue éducation à l'ancienne, de dimanche matin, nous sommes à la messe. Oui. On retrouvait les femmes, généralement les grands-mères, et on retrouvait les petits. Et après, nous prie Saint-Expédie pour débarrasser le mari. Non, je plaisante. C'est quelque chose dans lequel je ne veux pas intervenir. Non, mais je pense que ça mériterait de creuser. Je laisse à Saint-Expédie le choix de ses choix. Mais je reviens là-dessus, je veux dire, encore une fois, on voit bien que ce soit la religion, qui est de religion ou pas, la femme a toujours, c'est toujours retrouvé un petit peu dos au mur, et de se dire, mais quelle est il fallait bien se montrer à l'église, il fallait bien se montrer au catéchisme, il fallait bien se montrer à l'école, il fallait être là pour chercher son enfant, le petit qui travaille bien, qui est bien habillé. La femme ne pouvait, j'allais dire, se prévaloir ou se valoriser qu'à travers ce qu'elle fait. Sa famille. Et la famille. Ce que la famille va représenter, oui. D'accord ? Un mari bien habillé qui arrive dans une cérémonie et avec la femme à côté, c'est le mari qu'on va regarder. Oui. C'est pas la femme. Oui. C'est pour ça que, d'une façon ou d'une autre, la femme sert souvent de faire valoir. Pour elle, pour lui d'abord, et pour elle ensuite. Si son mari est bien, c'est grâce à elle. Mais on verra d'abord son mari. Mais on verra d'abord le mari. Et on y pensera longtemps après, que c'était madame qui recoue le costume, qui arrange, qui noue la cravate avant qu'il sorte du boulot. Et c'est pour ça... On en parle souvent de ça, hein, dans les plus grands, les success stories des auteurs, etc. On en parle souvent, ça, des femmes de l'ombre qui font le succès du personnage masculin aux yeux du public. C'est lui qui est mis en avant, c'est lui qui reçoit des honneurs ou des prix de distinction, mais finalement, c'est madame qui l'a influencé. Ouais. C'est madame qui lui a permis d'avoir l'esprit libre pour créer ce qu'il avait besoin de créer. Et en fait, c'est souvent, on dit qu'il y a une femme qui se cache dans l'ombre d'un homme qui réussit. Si on prend l'histoire des rois de France, le roi de France avait droit à ses favorites. La reine devait être fidèle au roi. Le roi avait droit d'avoir des bâtards avec ses favorites. La reine n'avait aucune... aucun droit. Aucun droit. Pas le droit de faire un pas de travers. Et autre chose qui m'a toujours fait sourire, le roi avait droit de cuissage. Le soir du mariage d'une jeune fille, c'est le roi qui avait le droit de cuissage. Est-ce que le mari avait le droit de cuissage avec la reine ? Est-ce que la reine avait le droit de cuissage avec le marié ? Donc, on voit bien que toute cette société-là, elle a été construite pour l'homme. Oui. Oui, mais ça vient d'où ?
L'Église a eu son... Alors, ça vient d'où? Et ce qui serait intéressant, c'est de savoir aussi... admettons qu'un jour ce sujet arrête d'être un sujet. Admettons. À quoi ressemble le monde? À quoi ressemble le monde? À quoi ressemble l'économie? À quoi ressemble l'éducation? À quoi ressemble la vie de famille si toutes les femmes parviennent à être l'égal réel de l'homme sous toutes les sphères? Sur toutes les sphères. À quoi ça va ressembler? À quoi ça va ressembler? Je pense que quand on regarde certaines sociétés où la femme a réussi à se faire une image, la femme domine. Et l'homme accepte cette domination. Il n'y a pas d'égalité. La femme est au-dessus. Quand on regarde la société américaine où ou l'Allemagne, où la femme a plus de moyens et plus de place, on voit que la femme est au-dessus. Tu crois? Mais non. Repose-moi la question avec plus de sincérité pour qu'on rigole. Alors, on va s'arrêter là parce qu'on a déjà atteint nos 20 minutes d'échange, Corinne Salvant-Mareux. On reviendra là-dessus la prochaine fois. Mais c'est clair que quand on regarde ces deux sociétés où les États-Unis a quand même une vice-présidente, femme, et Kamala Harris aujourd'hui... Et qui est d'origine étrangère. Qui n'est pas blanche, blonde, aux yeux bleus, issue d'une grande famille bourgeoise. Ouais. Donc c'est une vraie révolution. Non, c'est une évolution. Mais c'est normal que ce soit aux États-Unis. Parce que les États-Unis, c'est quand même un pays où, hormis les Indiens, tous ceux qui sont venus sont européens, sont d'Amérique du Sud, sont de tout le monde, du monde entier, quoi. Ça a été le rêve américain. Donc, on voit bien que là aussi, il faut avoir une conception pour accepter. Le vieux continent, aujourd'hui, avec quelqu'un comme Éric Zemmour, aujourd'hui, il y a un repli identitaire. Ah oui, enfin bon, voilà, on en refera un nouveau sujet de la sphère politique qui se joue actuellement. J'espère juste que la population fera un bon choix parce que, encore une fois, on le sait, on l'a vécu déjà en local ici sur le territoire réunionnais, du grand absentéisme des votants, mais dernièrement, je lis le magazine Alternative économique et ils font le bilan de Macron. Et dans le bilan de Macron, ils précisent qu'en fait, le taux d'absentéisme, il est surtout composé de la majorité de la population. Autrement dit, la population modeste à pauvre. D'accord. Et c'est les plus riches qui vont voter. Surtout quand certains points du programme proposé par le candidat leur facilitent la tâche. On s'arrête là-dessus. Merci, Corinne Salvant-Mareux. Merci. On y revient dans notre prochain échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. À bientôt.